Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Facile de voir quand on porte des œillères. Ça fait pouvoir repousser les frontières. Savoir élargir ses horizons. Se permettre de croire que tomber les barrières. Savoir élargir ses horizons. Pour faciliter les choses, pour se familiariser, pour comprendre les théories et décomposer les idées, pour intégrer les principes d'une nouvelle réalité, pour simplifier le contexte, décomplexifier le complexe, pour décoder, vulgariser, pour parfaire nos connaissances et partager nos pratiques, pour amadouer la techno, harmoniser la technique, cesser de penser en silo pour s'émanciper du mythe. Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Faut savoir agir entre deux fins de mois. Considérez-vous comme salué et bienvenue à cet autre épisode qui, je sais, s'annonce incroyable du podcast Entre deux fins de mois. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir en fin de mois, justement, fait qu'on est très privilégié, nul autre que le vice-président exécutif de la CCAM, Denis Dessureau. Considérez-vous comme salué officiellement, Denis, bienvenue. Merci, merci. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation parce que je sais que ton agenda est un petit peu chargé. À peine. Mais je veux commencer ça immédiatement. J'aime faire une petite présentation rapide pour ceux qui auraient eu pas la chance de te rencontrer jusqu'à maintenant. Je sais que la majorité des auditeurs dans l'industrie te connaissent. Mais rapidement, ce que j'aime faire, c'est le petit origin story sans le faire à l'invité, ce qui est pas agréable. Denis, baccalauréat en administration marketing. Je ne dirais pas l'année. Dans les années 90, un des postes que j'ai trouvé surprenant, je ne savais pas, directeur adjoint de communication et relations médias, PR assistant avec le club de hockey canadien. 5 belles années de professionnel. Ça a été, dans les bonnes années en plus? Dans les bonnes années. J'ai des belles photos dans la chambre des joueurs avec Patrick Roy, la Coupe Stanley. C'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs. Je ne suis pas jaloux. Et quand je suis parti, ils ont arrêté de gagner. Je voulais pas aller là, mais je ferme cette parenthèse-là, on ne voudrait pas leur porter la poisse qui reste dans le mix. Oui. Suite à ça, depuis les années 2000, depuis 2000, avec la CCAM, débuté comme directeur des communications. Ensuite, ça a l'air qu'il t'aimait et que tu faisais une bonne job. Premier directeur exécutif. Puis finalement, depuis 2011, le poste, c'est-à-dire que tu occupes actuellement vice-président exécutif. Mais là, tu sais, quand je faisais un peu la bio, là, c'est vice-président exécutif de la CCAM, la fondation de la CCAM, du Salon de l'Auto de Montréal, du Salon du véhicule électrique de Montréal, puis de Somme Logistique. Puis on va parler en plus du sommet. Il y a deux options. Soit tu as un métabolisme qui te permet de dormir 2 heures, d'accomplir énormément, ou tu as une armée de fidèles collaborateurs en arrière qui permettent que ça fonctionne. C'est vraiment ça. J'ai une superbe équipe. Ouais, je fais exprès pour mettre la table parce que pour les avoir côtoyés à quelques reprises, des gens qui sont engagés, dévoués, puis qui font des succès, même que les gens peut-être réalisent pas ou prennent pour acquis au fil du temps. Mais chacune de ces je vais dire, divisions-là ou raisons d'être, on va pouvoir les passer rapidement. Moi, je te connais depuis à peu près, quand tu es devenu, je pense, vice-président, depuis à peu près 2011. Ce que je reconnais de toi, puis c'était pour ça que j'étais bien content de t'avoir aujourd'hui, c'est que tu es un passionné pour l'industrie, tu es dévoué. Tu parles des gens de ton équipe qui sont dévoués, engagés. C'est ce que je reconnais en toi aussi. Puis j'aime ça dire pour les 4 tiers, parce qu'on pense souvent tiers 1, tiers 2, tiers 3, qui est les manufacturiers, les concessionnaires, puis les partenaires, mais il y a les consommateurs aussi, les clients, avec les salons. Fait que la CCAM, la Corporation des concessionnaires automobiles de Montréal, elle couvre vraiment comme humain, que je sois un consommateur, un acheteur, un tripeux de char, que je sois un employé, dans un concessionnaire, un partenaire ou les manufacturiers. Fait que c'est vraiment l'ensemble de l'écosystème. Puis, je sais que tu ne comptes pas les heures, puis justement, tu es dévoué avec ça. On commence avec la CCAM. Je pense que tout le monde connaît ou presque a entendu parler de la CCAM, de la corporation. Moi, j'ai une première question parce que quand j'ai appris cette information-là, j'ai été un peu surpris. Peux-tu me dire l'année de fondation? Est-ce que 1913, c'est vrai ou c'est une légende urbaine? Écoute, on a encore les livres les minutes de la compagnie en 1913.
quand on a célébré le 100e en 2013, écoute, ça a été un show incroyable. On avait des gens à travers le Canada qui sont venus de la CADA, des gens très impliqués, là. Puis, ça a été, on m'en parle encore. On avait vraiment fait un gros power. On a fait ça juste à côté du Centre Bell, là, dans la salle des pas perdus, au terminal Windsor. Pas le terminal, mais je ne me souviens plus comment il appelait ça. La gare Windsor, oui, c'est ça. Et puis, on avait transformé la salle, en tout cas. Et on avait fait, à partir des minutes, puis ça, c'est un travail qu'un journaliste avait fait. Il avait passé au travers les minutes de la compagnie depuis 1913 et il a ressorti tous les gros points. Et on a fait un magazine d'une bonne centaine de pages là, avec tout l'historique de ça. Fait que, je me rappelle de ce magazine-là. Oui. Et ça a été vraiment... puis on a agrémenté ça de photos, on a des faits, des effets éphémérides qu'on dit, je ne me rappelle pas du mot exact, là, mais à cette période-là, c'était le début de la guerre et il s'est passé telle chose. Les faits marquants ou historiques, comme à travers l'époque, là, c'est fou. Là. Fait que ça a plus de 100 ans, Denis, c'est incroyable. Moi, à chaque fois, c'est comme... L'industrie automobile, dans ma tête, a à peu près ça 100 ans. Puis là, je sais que c'est plus que ça, mais pour tout le monde, début des années 1900. Puis là, tu dis, hey, attends une minute, là, il y a eu une association, un regroupement, il y a eu une patente de dealers ou de monde, des entreprises. Quand ça a commencé, il y a une centaine d'années, puis les objectifs, puis c'est assez impressionnant. Puis l'histoire, peut-être qu'on va se rendre au 125e, on pourra faire une autre édition. Mais tu sais, ce qui est le fun de voir aussi, c'est dans l'évolution, c'est que la Corporation de Montréal a participé à la création de la CCAQ. Et je ne savais pas ça, Denis. Ouais. Je ne savais pas ça. Apprends-moi ça. Ah oui, parce que la CCAM fait partie de la CCAQ, une des 10 régionales de la province. Mais avec, si ma mémoire est bonne, là, avec Sherbrooke et Québec, ils ont fondé en 1945 la CCAQ. Puis un peu plus tard, toutes les fondations, les corporations provinciales ou associations dans le temps ont fait une fédération avec la CADA. Fait que c'est une des raisons pourquoi la CCAM, malgré qu'on est une régionale, on a encore un siège à la CADA au niveau national parce qu'on a toujours été là. Puis la province de Québec, dans le fond, a 3 sièges, 2 pour la CCAQ, 1 pour Montréal. En Ontario, c'était le même concept. Il y avait 2 sièges pour la province, 1 siège pour la ville de Toronto. Mais eux, à un moment donné, ils ont tout ramené ça ensemble. Fait que là, maintenant, c'est... Je ne savais pas que l'impact... l'histoire de la CCAM à travers le Canada. Puis là, en fond, le Québec était un peu un pionnier, même, à travers le Canada. Est-ce que, puis là, je ne vais pas te mettre dans l'embarras, mais c'était une des premières corporations ou associations ou regroupements? On est, de mémoire... les premiers, hein? On est la plus vieille association automobile au Canada, en termes de salon de l'auto également. Fait que, on va en parler plus tard, mais... Oui, c'est... Puis, le pire dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 800 employés parce que, justement, ils sont dévoués, ils travaillent extrêmement fort. Il y a une quinzaine d'employés à temps plein. Il y a beaucoup aussi de surnuméraires. Il y a un bel écosystème de collaborateurs qui sont alentour de la CCAM. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais la CCAM, principalement, moi, je trouve qu'elle se démarque. Elle se distingue de pas mal toutes les autres associations qu'il y a dans l'automobile par rapport aux formations. En commençant, vous avez les licences avec l'ANADA. Si je ne me trompe pas, vous êtes un des seuls à avoir cette licence-là au Québec. Bien, quand on a commencé, il y a une quinzaine d'années, on était les premiers au monde à avoir sorti l'ANADA des États-Unis. Quand je parle de sortir, d'avoir le droit de donner des formations sous licence de l'ANADA. Maintenant, je pense qu'ils ont continué à le faire là, en Australie. Ils ont trouvé que l'idée des Québécois était bonne, fait qu'ils ont dit on va faire un copier-coller. Ouais. Mais là, tu m'apprends encore là que c'est encore là les Québécois, la CCAM, qui a été le premier à sortir des États-Unis les formations de l'ANADA. Je ne savais pas ça.
Oui, écoute, c'était juste avant que moi je devienne VP, j'étais là, mais c'était ma prédécesseur, Diane Belair, qui a travaillé le concept avec la directrice de la formation à ce moment-là. Parce que, juste pour faire une parenthèse, on avait invité quelqu'un de la NADA à une de nos formations. On a fait une conférence une journée avec, puis les membres avaient tellement tripé. Puis il y a beaucoup de concessionnaires qui sont allés se faire former absolument. à la NADA, excuse-moi. La NADA, oui. Avec 30 000 membres, la NADA, ils ont créé leur propre université. Alors, à partir de là, on a fait un petit bonhomme de chemin avec eux, puis on leur a demandé, bien, écoutez, on aimerait ça donner des formations de la NADA, mais en français. Fait que pour eux, ce n'était pas une compétition directe. Ils étaient très à l'aise de faire ça. Puis on a commencé comme ça. Et de fil en aiguille, bien, on s'est fait une certaine réputation de ce côté-là, puis c'est même reconnu à travers le Canada parce qu'on a aujourd'hui, je ne peux pas nommer avec qui, mais on a les licences en anglais pour donner de la formation à des manufacturiers. Donc, il y a un manufacturier avec qui on travaille, à qui on donne de formation NADA, nos modules, nos 4 modules, là, finance, opération fixe. Le manufacturier veut mieux comprendre, dans un sens, la réalité de son réseau. C'est un peu ça que je comprends avec ça, c'est surprenant. C'est vraiment de donner des outils à leurs concessionnaires du réseau. Parce que les 4 modules qu'on donne, c'est vraiment des outils qui, dans le fond, aident chacun des départements et parlent le même langage, puis on comprend ce qui se passe dans l'autre département. Fait que, tout ça pour dire que ça nous a fait un petit velours quand, à un moment donné, ce manufacturier-là voulait donner ses cours pouvoir offrir ces cours-là à ses concessionnaires et ils ont dit, ben écoutez, quand ils ont appelé la NADA à Washington, ils ont dit, écoutez, notre partenaire au Canada, c'est la CCAM. Donc, veuillez communiquer avec la CCAM. Et puis là, Good job à l'équipe. Oui, on est super contents. Je ne savais pas ça, puis là, on ne le nommera pas parce que tu ne veux pas le nommer, puis je comprends ça, mais il y aurait tout intérêt à se faire nommer, ce manufacturier-là, puis je lève mon chapeau, peu importe c'est quoi la marque. Parce que quand il y a une intention de vraiment collaborer avec le réseau du concessionnaire versus tout faire en sorte pour se débarrasser du réseau de concessionnaire, la dynamique est un petit peu différente. Puis, je le dis, puis je le répète, puis un des articles dernièrement que j'avais écrit, les manufacturiers qui vont collaborer le mieux et le plus avec leur réseau de concessionnaires, c'est les marques qui vont gagner à long terme. Absolument. Convaincu de ça. Fait que, good job, puis génial d'avoir cette exclusivité-là. Il y a ça, tu sais, que là, je trouvais qu'il vous démarquait avec l'écho de la NADA. Là, tu m'en as rajouté deux couches de plus. Tu as rajouté du jelly sur le peanut butter. J'ai suivi, moi, ces formations-là, Denis, quand j'étais en concession, que ce soit directeur des ventes ou vice-président, directeur général, il y a pas mal toutes les formations de la NADA, je les ai suivies. Reconnaître la valeur c'est du concret, c'est mon langage. Tu sais, il n'y a pas de meilleure école automobile, dans un sens, en termes de quantité de connaissances, de volume de données. Puis là, en français, de l'avoir appliqué au Québec, ça, c'est déjà une chose qui vous différencie. Il y a aussi des formations sur mesure que vous offrez. Oui. Les formations sur mesure, ça le dit, c'est qu'on s'assoit avec la concession, le concessionnaire, puis ou le groupe, et ils établissent quelles sont les problématiques qu'ils vivent et comment essayer de trouver des solutions. Puis, on va aller chercher les formateurs, on va monter le cours, puis on a vraiment une banque de formateurs là, avec qui on travaille. Ce n'est pas des gens qui sont salariés chez nous, c'est vraiment des pigistes avec qui, puis souvent c'est des noms que les concessionnaires connaissent là, dans l'industrie. Des gens de l'industrie qui sont reconnus et qui ont une bonne réputation. Mais on travaille des cours, on a monté des cours qui nous appartiennent, les droits commerciaux, tout ça sont à nous. Et puis, on va à ce moment-là bâtir ça on va offrir ça chez le groupe de concessionnaires ou le concessionnaire en question. Puis là, ça devient de la formation sur mesure. Il va se faire accompagner, encadrer avec la corpo parce qu'il pourrait y avoir différents justement intervenants ou formateurs que la concession pourrait avoir besoin. Fait qu'au lieu d'avoir à gérer individuellement avec l'ensemble
l'équipe qui pourra avoir besoin va faire affaire avec vous, ça va être centralisé. Puis Exact. ça, si je ne me trompe pas, Denis, ça amène à même il y a des choses comme l'Académie du groupe Olivier. Oui. C'est venu jusque-là. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dans la dernière année. Oui. Surpris, oui, mais positivement, mais je trouve que c'est quelque chose qui peut-être gagne à être connu. Là, je ne veux pas encore là te mettre devant le fait accompli, mais c'est-tu quelque chose que si moi je suis un groupe de concessionnaires puis j'ai un intérêt, je pourrais lever la main? Ça, c'est un. Puis qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas ça, l'Académie du groupe Olivier? Bien, ça reprend la formation sur mesure, mais puis ce que Jacques-Olivier voulait faire avec son groupe, c'est qu'il voulait créer des formations pour que l'ensemble de ses concessions aient le même langage. Puis là, il s'est dit, ben, pourquoi je réinventerais la roue? Il nous a contactés, puis il a dit, voici ce qu'on voudrait faire. Fait que, dans le fond, ce qu'on a fait avec eux, c'est que toute la formation, elle est brandée Groupe Olivier. Donc, au lieu d'être CCAM, ben, c'est Groupe Olivier. Fait que lui, tous ses employés qui vont suivre les formations, c'est tout le temps dans l'Académie Groupe Olivier. Fait qu'on peut le faire avec un autre groupe. C'est vraiment, encore là, c'est du sur-mesure, selon les besoins. Puis, il y a des choses, des besoins que, justement, le Groupe Olivier nous ont amenés qui n'existaient pas. On va développer le cours pour ça, puis on va pouvoir l'offrir par la suite à d'autres. C'est génial, ça. Oui. C'est génial. Moi, je dis que c'est génial, d'un, pour le consommateur. Je pars de là parce que le plus qu'on va avoir de concessionnaires qui vont investir en formation sur leur personnel, de normaliser, standardiser aussi les formations qui est vraiment difficile dans un groupe, puis des fois même à l'intérieur d'une même concession. Oui. C'est juste d'élever l'industrie, c'est juste un beau plus. D'impartir ça aussi qu'un partenaire comme vous, j'aurais aimé avoir ce privilège-là quand j'étais dans un groupe, parce que fallait que tu gères à l'interne. Puis d'avoir dit, hey, j'ai la CCAM qui a l'ANADA et toutes les autres formations, qui a le catalogue de façon positive de collaborateurs dans divers domaines, que ce soit les finances, le marketing ou la gestion, peu importe. C'est un beau win-win. Puis là, c'est quelque chose qui peut être offert. Fait que si jamais il y a un autre groupe, ou même concessionnaire, tu sais, je dis, concessionnaire seul pourrait décider de dire, hey, je veux de la formation sur mesure, d'avoir une académie, là, si je suis un groupe, peut-être qu'il peut avoir des nécessités, mais les besoins sont là, fait que c'est de communiquer s'il y a des besoins de formation, puis de regarder. Puis c'est drôle. Pas triste d'entendre ça. Juste faire une petite parenthèse, je t'entends parler d'un concessionnaire seul. Ça devient une bébête rare, ça, là, des concessionnaires seuls. Oui. Disons que tu as 2-3 dealers minimum. Là, ouais. Surtout à Montréal, là, je regardais, on a 264 membres total quand on inclut les succursales et les camions lourds. Ouais. Mais là-dessus, je pense qu'il nous reste à peine une cinquantaine de single points. Là. C'est un constat dernièrement dans un des épisodes de Charles Bernard de la CADA que j'avais reçu. On parlait justement le rapport, puis il y avait dans ces statistiques-là le nombre de propriétaires individuels et groupes selon les grosseurs, puis la tendance aussi, la consolidation qui continue. Donc, bonne chose dans un sens. Si justement j'ai un regroupement qui me permet que ce soit formation, peu importe les besoins d'encadrer ça, bien. C'est vrai que malheureusement, les stand-alone, c'est de plus en plus difficile pour eux. Ouais. Je veux parler 2 secondes avant d'aller dans les salons de l'auto puis les gros morceaux là, j'ai bien hâte de te poser des questions qui m'intéressent. Je ne veux pas qu'on passe par-dessus parce que j'ai vu Somme Logistique, sompro.ca, qui est un service, une division de la CCAM. Je ne connaissais pas, Denis. Somme Logistique, c'est une entreprise qui a été créée oh mon Dieu, écoute, dans les années 90, c'était un fournisseur du salon de l'auto spécialisé dans l'organisation, le montage d'événements. Donc, le salon de l'auto étant le plus gros salon public au Québec, avant la pandémie, là, quand tous les manufacturiers étaient présents et tout ça, on avait... Écoute, c'est astronomique. Il n'y a pas aucun endroit au Québec là, qui a des situations comme ça. On avait au-delà de 700 points d'accrochage au plafond pour de la rigue, pour des plafonds, de l'éclairage, de la sono, ainsi de suite. 700, OK? Fait que ça te prend vraiment une entreprise qui est spécialisée là-dessus et qui ne fait quasiment que ça, là, parce que c'est...
autant Somme fait des gros travaux comme ça qu'ils font des fois, ils font des lancements, ils sont un peu partout. Puis une des raisons pour lesquelles la CCAM a acquis Somme Logistique, c'était pour offrir ce service-là aux concessionnaires également, pour ceux qui auraient des besoins d'organisation. C'était une des principales raisons, mais c'était aussi pour garder excuse l'anglicisme, mais le know-how de l'organisation. Tout le savoir-faire des gens, puis l'expertise de... Ah, totalement. Somme ne faisait pas uniquement le salon de l'auto, il faisait le salon de l'habitation, il faisait le salon du véhicule récréatif. Il y avait 8 ou 9 gros salons qui faisaient partie du répertoire de Somme quand on a fait l'acquisition en 2018-19. Nécessairement, bon, la pandémie est arrivée, les salons, écoute, l'événementiel, c'est ce qui est tombé le plus rapidement. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont plus là. Il y a des salons qui ont diminué, il y a des salons qui sont disparus. Fait qu'il a fallu qu'on se réoriente. Puis, dans le cadre de nos événements, on avait déjà des signaleurs de rue pour justement, tu sais, les salons de l'auto, c'est 353 pieds qui viennent porter du matériel. À Montréal avec des cônes oranges. Avec des cônes oranges. Mais sérieux, je ne voudrais pas gérer ça. Denis, je n'ose même pas imaginer cette équipe-là. J'ai le plan, là, puis là, OK, on livre ça. Ouais. Fait que là, il faut tout le in and out, il faut que ça soit au quart de tour. Et ben, c'est ça. Fait que là, j'ai perdu un peu mon fil d'idée à ce niveau-là. Cette expertise-là, c'est ça. Fait que on a dû se diversifier durant la pandémie. Et là, maintenant, on a un service de signaleur pour des chantiers de construction ou sur les routes. Fait que ça va bien. Ça a permis de garder l'entreprise dans le noir et non pas dans le rouge. Puis, pendant l'été, dans la grosse période, là, on a au-dessus d'une trentaine de signaleurs routiers pour des chantiers. Fait que ça, c'est un autre volet. Mais pendant l'hiver, pendant nos activités, ces signaleurs-là, on les reprend parce qu'on en a besoin autour du palais. Pas besoin de te dire que ça en prend une couple, comme ils disent, pour gérer. Fait que c'est ça. Fait que c'est toujours niveau logistique d'événements. Fait que ça fait partie là, C'était presque nécessaire pour garder ça parce que justement, le Salon de l'Auto qui est à sa 80e édition. Ça va être du 17 au 26 janvier 2025 au Palais des Congrès, présenté par Industriel Alliance. 80e édition du Salon de l'Auto. Je me permets la question, parce qu'on parlait de centenaire tantôt pour la CCAM. Sais-tu que les premières années, il n'y avait pas de Salon de l'Auto, puis là, à un moment donné, ils ont décidé d'en faire un, puis là, ça fait 80 ans qu'on a cette idée du Salon de l'Auto? Le premier Salon de l'Auto a eu lieu en 1914, après la création. Ils ont fait un salon par année jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, c'est quelque chose, hein, quand on la parle... COVID de l'époque, admettons. Hein? C'est ça. Et après ça, à cause de la guerre, bon, il n'y a pas eu de salon. Et après la guerre, il y a des salons indépendants qui ont débuté. Il y a des gens qui arrivaient, juste pour la photo, je voudrais essayer de trouver des noms, puis là, ils ne me viennent pas en tête, mais... on les ajoutera dans le bas, tu me les enverras après, je les ajouterai au montage. Mais il y a eu des salons privés, et donc que la CCAM n'organisait pas. Et donc, ce break-là a duré 25 ans, vraiment jour pour jour. Et le CA de la CCAQ a relancé le Salon de l'Auto et ils ont créé l'entité Salon international de l'Auto de Montréal en 1969. Et c'est là qu'on a repris la barre là, des salons de l'auto. Puis sur les 80 éditions de la CCAM, ben, j'en ai 23 à mon actif. Là, fait que ça va. Commence à comprendre comment que ça fonctionne. Ouais. J'enlève les 2 annulés pour la pandémie, là, sinon je suis à on parle de ça, tu sais, la pandémie. Là, pour moi, le Salon de l'Auto, c'est un incontournable pour, je veux dire, les Québécoises et les Québécoises. Pour ne pas reprendre les affaires politiques, mais
pour tous les humains, dans le sens, peu importe le poste que je vais occuper. Tu sais, je disais un peu tantôt, comme à ton égard, le tiers 1, 2, 3, 4. Là, ça m'en fait le salon d'auto, là, c'est pour moi, ça c'est très personnel. Comme consommateur, c'est un must. Chaque année, il y a des passionnés, mais il y en a c'est pour le magasinage, il y en a que c'est la tradition. Pour les concessionnaires aussi, d'être présents, d'avoir des contacts dans un autre contexte avec la clientèle. Pour les manufacturiers, puis ça, je pense que c'est là que j'ai eu une surprise dans la COVID quand j'ai vu, puis ça s'est produit un peu partout dans le monde, là, plusieurs manufacturiers qui ont décidé de, question peut-être monétaire ou peu importe, inventaire, peu importe les raisons, ont décidé de ne plus être présents au salon de l'auto. Comme consommateur, puis je le voyais sur le terrain, tu sais, puis j'ai le feedback aussi dans l'automobile. Bon, c'est sûr que tous les concessionnaires des marques qui n'étaient pas présents capotaient. Dans un sens, n'étaient vraiment pas heureux de ça. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait eu un petit peu des mouvements de regroupement de concessionnaires qui ont dit on va essayer de le faire, mais qu'une marque ne soit pas présente dans une opportunité de contact, d'entrer en relation avec des clients comme ça, j'arrive pas à saisir. J'arrive pas à saisir pourquoi C'est une opportunité qu'un manufacturier a de présenter sa gamme ou son... Si on y va avec les luxueux, son entrée de gamme qui, souvent, correspond pratiquement au même prix qu'une japonaise bien équipée. Alors, ça a été... nous aussi, là, on a de la difficulté à le comprendre. Puis, quand tu t'as parlé de regroupements qui ont dit on va essayer d'y aller, ils sont freinés par le manufacturier pour une question d'image. Okay. Pour une question d'image. Oui, mais regarde, je t'explique pourquoi. C'est que à Montréal, on a un salon de l'auto de manufacturier. Ce n'est pas un salon de l'auto de concessionnaire. Donc, ils arrivent avec des gros kiosques. On parle de plusieurs millions de dollars. Là. Puis, tu l'as vu, il y en a un, entre autres, il y a un écran géant de 90 pieds de diamètre. Ils ont des millions d'investis qu'un concessionnaire a un regroupement ne pourra pas avoir. Ça, je l'accorde. Exactement. Fait que d'arriver à... Si on revenait à la base, quand le salon était au stade olympique, il n'y avait pas de point d'accrochage et tout ça, le plafond était à 200 quelques pieds. Donc, c'était des voitures sur du tapis avec quelques décors, quelques éléments de décor. Ça faisait la job. Mais quand on est arrivé au palais, là, il y avait des opportunités. Puis là, ben, tu sais, le principe du voisin gonflable, là, on veut qu'il, tu sais, c'est beau, mais véhicule, puis on parle, on échange, on pose des questions, on répond. C'est ça, puis c'est pour ça que ça a fonctionné. Je me pose la question, Denis. Les manufacturiers, ils ont cet équipement-là, d'écran et de ci et de ça. Ils ont décidé de ne pas faire le salon. Moi, dans ma tête, c'était OK, les regroupements de concessionnaires vont dire hey, on va appeler le manufacturier, c'est dans l'entrepôt, ton stock, tes écrans, là. On va aller chercher, on va l'installer, nous autres. J'étais convaincu qu'il allait y avoir des choses comme ça qui allaient arriver. Là, je sais qu'il y a de la politique, il y a un paquet d'affaires. Je trouve ça malheureux. Et j'espère, puis là, je vais arriver avec ma question des marques pour le 80e édition 2025, mais j'espère que les manufacturiers ont compris, ont entendu l'appel des concessionnaires, puis à quel point c'était important pour eux. Et j'espère qu'ils sont de retour. Cette année, est-ce que c'est 31 marques que j'ai lues? Ça se peut-tu qu'il y a des marques qui sont de retour? Oui, on revient, on se rapproche d'où on était avant la pandémie. Puis, tu sais, même avant la pandémie, il y en avait déjà des manufacturiers qui avaient commencé à délaisser les salons de l'auto. Là, c'est plus facile d'énumérer les absents que les présents parce qu'il y en a de moins en moins. Mais on a un retour remarqué de Mercedes-Benz. Et ça a été vraiment initié par le groupe de concessionnaires de Montréal qui ont fait pression puis ont dit, écoutez, pour nous, c'est important, on a besoin d'aller au salon. Puis, tu sais, c'est un événement où tu as, bon, là, on n'a pas encore atteint les chiffres de 1900, de 1900, ouais, quelle année? Avant la guerre? De 2019. Par contre, tu vois, les 2 dernières années, là, on est près des 170 000 visiteurs. Puis quand tu sais que tu as entre 35 et 40 % des gens qui viennent là
sont des acheteurs potentiels pour les 12 prochains mois. Ils sont en processus d'achat. Et que tu laisses ta compétition présenter leurs produits et toi, tu n'es pas là. Fait que c'est pour ça qu'il y a des concessionnaires qui étaient vraiment déçus que leur manufacturier participait. Avec raison. Mais là, tu me confirmes que ce que j'espérais, ça a eu lieu dans le sens qu'il y a des manufacturiers, dont Mercedes, qui ont entendu l'appel de son réseau de concessionnaires, dire hey, ça a une importance pour nous. C'est pas une affaire qui serait le fun. C'est une nécessité. C'est une fois par année. Ouais. Là, il y a d'autres salons, il y a d'autres choses, mais je dois être présent. Ouais. Puis là, dans ma tête à moi, puis je sais que vous ne le ferez pas, mais admettons, j'aurais mis une section les absents. Puis là, tu as un kiosque, tu as juste comme un poteau, puis là, tu as la marque. Puis là, il y a des roches, il n'y a rien. Comme un 10 pieds carré. Puis là, tu as comme. Voici les absents. On va lui mettre de la pression. Scanner le code QR pour leur demander de revenir l'année prochaine. Donc, on va avoir une des plus belles éditions, les plus complètes depuis justement la COVID, les changements qu'on a eus. On ramène beaucoup de marques, dont Mercedes. Est-ce qu'il y a des nouvelles marques qui s'ajoutent ou. On a un retour de Volvo. On a Polestar, que ça va être sa première participation. Subaru revient parce que l'année dernière, ils n'étaient pas là. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Stellantis avec ses 6 marques, 6, 7. Je me souviens plus du nom. 54. Donc, excellent. On est content là-dessus. On a un nouveau aussi, là, Lucide, qui devrait participer. Donc, on est vraiment content. Là. On revient vraiment à quelque chose le but du salon, c'est de permettre aux visiteurs de venir essayer, s'asseoir dans les véhicules, comparer. Bien là, la gamme s'agrandit. Puis c'est le bel avantage, c'est de découvrir puis de comparer avec l'ensemble dans un même endroit, ce qu'on ne peut pas faire jamais dans l'année. Tu sais, puis quand j'étais vendeur, j'avais voulu proposer ça. Tu sais, j'étais, mettons, chez Toyota, j'avais un bon ami chez Honda. Puis là, on disait, hey, on a soit de la compétition entre notre Corolla et notre Civic. Puis les gens, ils magasinent les deux. Fait qu'on on va s'arranger, on va faire des essais routiers ensemble. On va aller à la job du client. Là, tu hésites entre les deux. Hey, tu es venu voir, présenter mon compétiteur. Mais c'est un bon gars chez Honda. De collaborer. Ça n'existe pas. On ne peut pas. Tu sais, il y a eu quelques affaires, des fois, en entreprise, des grosses entreprises qui avaient des petites séances d'essais routiers ou même juste de s'asseoir. Position de conducteur, la visibilité. Là, tu peux aller le faire dans les 2, 3, 4 modèles que tu magasines. Tu es dans un contexte aussi qui est peut-être moins épeurant, moins effrayant pour le consommateur, parce que des fois, la perception qu'on a quand on rentre dans un concessionnaire automobile. Et une chose que j'ai appris, je vais dire j'ai appris parce que déjà été dans cette chaise-là d'être un vendeur automobile au salon de l'auto et de vendre des véhicules. Dans ma tête à moi, ça l'avait arrêté. Mais là, j'ai cru comprendre que, puis encore cette année et depuis quelques éditions, il est possible pour les consommateurs de faire l'acquisition, de faire l'achat, je veux dire, ou de s'entendre dans une transaction, d'acheter un véhicule. Le reste de la transaction va devoir être fait au concessionnaire. Mais de parler, puis même à la limite d'acheter ou de faire une entente, c'est quelque chose qui est possible au salon de l'auto pour les gens? Absolument, absolument. Puis, écoute, pour te dire, l'année dernière, on avait le groupe Olivier qui a amené les Shelby. Oui. C'est des véhicules neufs, mais on sait que c'est vraiment des véhicules spéciaux, là, montés comme... Pas pour moi. Montés jack. Je me rappelle quand j'étais petit cul, là, on voyait des Nova SS avec des 440, là, ça c'était monté jacké, mais là, ils en ont plus sophistiqués, on va se dire. Un peu mieux. Mais ils les ont tous vendus sur le plancher. Là. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont de retour cette année. Écoute, on n'a pas de misère à les convaincre. Donc, eux, ils ont saisi l'opportunité, ils ont vendu les véhicules. Fait que les manufacturiers ont cette opportunité-là. Absolument. Mais c'est sûr que la vente ne se transige pas au palais dans le salon de l'auto. Par contre, il y a une entente qui est faite parce que les représentants sont là et la transaction va aller se terminer en concession. Des fois, ça peut être de réserver aussi. Il y a une pénurie, l'inventaire, disponibilité. Fait que de réserver ou des précommandes ou peu importe. Ah, excellent. Fait qu'eux reviennent cette année. Il y a les marques. Je sais qu'il y a la collection de Luc Poirier aussi qui est toujours très appréciée du public.
Puis Luc, écoute, j'ai eu la chance d'aller dans son man cave, voir sa collection entière. Puis il y en a encore une quinzaine de nouvelles comparativement à l'année dernière. C'est la collection de véhicules qu'il a. Il n'y a personne au monde qui a ça. Là. C'est vraiment. OK, au monde, OK, à ce point-là. Là, okay, oui. Il y en a une qui nous a expliqué, là, puis je ne veux pas rien enlever, il pourra le présenter, mais il dit: je suis le seul au monde qui a une collection de ce type-là de Ferrari avec telle affaire. Là, OK. Quelle générosité de sa part d'être présent, puis de... parce que, il aime ça partager sa passion. Puis ce que j'allais dire, hein, je l'ai croisé, pas personnellement, mais je l'ai vu, puis je l'ai vu interagir. Là, je ne veux pas dire c'est un petit cul qui tripe ses chars, parce que je ne veux pas lui manquer de respect, beaucoup de respect pour lui, mais ça reste que c'est un passionné, puis il y a une générosité, parce que le trouble, les risques, je ne sais pas ce que ça peut impliquer pour lui, là, mais tu prends tes véhicules personnels de collection, amènes ça au saleté, c'est comme, Colin, faut vouloir. Puis ça, pour moi, c'est des vrais passionnés versus ceux qui vont laisser ça dans le man cave puis qui ne vont jamais les montrer. C'est une autre affaire, ça. Fait que ça, c'est 80e édition du Salon de l'Auto, 17 au 26 janvier 2025. Pendant qu'on enregistre ça, je sais qu'il y avait eu un beau lancement de promo, Black Friday, tout ça. Fait que les ventes ont décollé. Je suis convaincu qu'on va battre les records pré-COVID. On s'en va là, les consommateurs veulent, ils veulent aller voir les véhicules. Fait que je suis convaincu qu'on va avoir une très, très belle édition. Il y a, je vais faire une parenthèse rapide parce qu'au niveau des dates, c'est un peu plus tard, mais il y a le petit frère du Salon de l'Auto qui est le SVEN. Donc, ça va être cette année la 8e édition du Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable du 2 au 4 mai 2025 au stade IGA du Parc Jarry. Ben oui, le stade olympique est fermé pour les 5 prochaines années. Alors, et le Palais des Congrès étant la seule salle d'exposition maintenant à Montréal est pleine quasiment 365 jours par année. Fait que c'est impossible d'aller chercher une tranche de 7 jours parce que quand on inclut le montage, démontage, et ainsi de suite, il faut louer pour plusieurs jours. Donc, c'est ça, c'est que le Salon de l'Auto a fait l'acquisition de l'événement, parce que ce n'est pas une entreprise qu'on a acheté, c'est vraiment un événement qui est organisé par une compagnie. Donc, nous sommes propriétaires de cette marque-là maintenant et on va le faire au stade IGA. Puis, moi, le premier, quand on m'a approché avec cette idée-là, j'ai dit... Stade IGA, Parc Jarry, il y a juste le court central puis des courts extérieurs. Et non, il y a 16 courts intérieurs derrière, juste à côté du stade central. Là. Et puis, on a 70 000 pieds carrés d'espace. Fait que tout ce qui rentrait au stade olympique dans la dernière édition, sous les gradins, là, ça rentre sur les courts qu'on va aménager. Et puis, justement, cette semaine, on était en première réunion, le pré-production au stade GA. J'ai amené toute l'équipe. J'ai vraiment débarqué toute l'équipe là-bas pour que tout le monde voit et comprenne. On avait toute la même réaction un peu d'incrédule, où est la place, mais OK. Puis la réaction, c'était une belle surprise. Oui, puis ça va vraiment être intéressant. Puis le fait que c'est dans un grand espace vert aussi, ça rentre. Puis tu sais, les responsables du stade IGA, ils ne font qu'un événement spécial par année, parce que le reste du temps, c'est du tennis. Là. Puis, j'allais te poser la question, parce que là, avec le stade qui est plein, puis le palais aussi, je me disais, bon, mais eux autres, ils vont se retrouver avec de la bonne business, ils vont pouvoir faire plusieurs événements dans l'année. Non. Mais le salon du véhicule électrique va être le seul événement qui va être organisé. Le seul événement d'envergure public comme le nôtre, oui, ça va être le seul. Des fois, ils ont des petites soirées, ils vont organiser des choses, mais rien là, qui vraiment ferme les courts pendant 6-7 jours parce que leur clientèle, c'est des joueurs de tennis, puis ils réservent pour aller jouer. C'est un club d'entraînement, dans le fond. Fait que ça va être fermé là, pendant quelques... Hybride, surtout. Le salon du véhicule électrique du 2 au 4 mai 2025. J'ai bien hâte d'aller visiter ça.
On parlait du Salon de l'Auto qui est du 17 au 26, la veille du Salon de l'Auto. On a un événement à chaque année. C'est la 21e édition. C'est la soirée, l'avant-première bénéfice du Salon de l'Auto de Montréal. Donc, le 16 janvier 2025 au Palais des Congrès. Un événement qui est toujours sold out. Moi, ça va faire 25 ans que je suis dans l'industrie automobile. Ça doit faire 21 ans moins une, peut-être, que j'assiste. C'est comme l'événement annuel pour moi, le gars d'automobile, notre industrie. C'est un beau happening, c'est là qu'on se rencontre. Il y a la partie fondation, la raison pour laquelle on fait ça, la levée de fonds. Ouais. Donc, il y a le côté PR qui est bien le fun. On se retrouve ensemble, mais on le fait tous avec le prix des billets pour remettre des dons aux fondations. Denis, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de peut-être les connaître, les fondations qui reçoivent les dons de ces soirées-là, quelles sont-elles? On a 6 fondations hospitalières qui sont partenaires de cette soirée. Il y a une nouvelle venue, la Fondation de l'Hôpital La Salle. On a la Fondation de l'Hôpital Sacré-Cœur, la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, la Fondation Pierre Boucher, la Fondation de l'Institut gériatrique de Montréal et la Fondation Santa Cabrini. Donc, ce sont les 6, je vais dire, bénéficiaires de cette soirée. Et pourquoi on est limité à 6, c'est que plus on rajouterait de monde, plus la tarte ne grossit pas, fait que ça diminuerait les montants. On avait commencé en 2005 avec une fondation pour essayer, parce que la soirée gala ou VIP a toujours eu lieu. Il y a tout le temps eu une avant-première au Salon de l'Auto, mais c'était réservé à l'industrie. C'était uniquement les concessionnaires manufacturiers qui participaient à cette soirée-là. Et en 2005, sous la présidence d'un dénommé Norman Hébert. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce monsieur. C'est un nom, je pense, qui est un petit peu connu. Oui. Non, je fais des blagues, là, mais Norman avait eu une vision. Puis c'était aussi pour reprendre un peu ce qui se faisait à Chicago, parce qu'ils avaient une très grosse fondation, eux aussi, qui donnait. On était même allé visiter l'année précédente à la nôtre là, pour voir comment ça fonctionnait. Ceci dit, on a décidé de l'ouvrir au grand public. Dans le fond, c'est une soirée qui devient ouverte au public nécessairement avec l'achat de billets. Et on a commencé à remettre les dons. Puis depuis 2005, on a dépassé le cap de 10,5 millions en dons remis. Puis c'est vraiment... c'est pas, quand on annonce le montant, c'est vraiment un montant remis. C'est pas tout ce qu'on a récolté. On a tout enlevé les dépenses. Voici ce qui est. Le net, les vrais. Ouais. Nice. Fait qu'on est vraiment fiers de ça. Puis pour les fondations, nécessairement, pour eux, oui, ils reçoivent des sous. Ils ont un peu de travail à faire également parce que ce qu'on leur demande de faire, c'est de vendre un certain nombre de billets. Ouais. Auprès de leurs donateurs. Et c'est comme ça qu'on va chercher des membres externes, là, des gens du public. Mais ça fonctionne super bien. Puis quand il y en a une qui débarque, on n'a pas de misère à en recruter une autre. Ça ne doit pas. Puis moi, je l'ai vécu personnellement, sans rentrer dans les détails avec mon père, mais avec Santa Cabrini. Donc, justement, par cette fondation-là. Puis c'est dans ces années-là que j'ai pris un petit peu plus conscience de l'impact que pouvait avoir cette soirée-là. Parce que, oui, j'achetais mon billet, ou même quand j'étais en concession, ou même, comme là, ça va faire 10 ans avec ma compagnie, je le sais qu'il y a un don, mais j'y pensais plus ou moins parce que c'était l'événement. Mais là, la prise de conscience de ces argents-là qui va pour aider ceux qui en ont besoin. Puis je ne me trompe pas aussi, au-delà des 6 fondations, Denis, il y a des organismes locaux qui reçoivent de l'aide ou ça fait partie des mêmes 6 fondations? Non, la fondation, c'est vraiment la fondation de la CCAM qui est l'organisatrice de la soirée avant-première bénéfice. C'est un événement pour récolter de l'argent pour ces 6 fondations-là. En parallèle, la fondation reçoit un montant annuel du Salon de l'Auto et ce montant-là est réparti auprès d'organismes, je te dirais qu'à 99,5% du temps, doit être sur le territoire de la CCAM. Donc, on vient en aide
aux femmes violentées, aux enfants dans le besoin, malades, des gens, des sans-abri, des choses. Donc, tout le côté encore très humain, là, je dirais, tu sais, c'est pas humain puis concret sur le terrain. c'est ça. Fait que ça, on a 3 rencontres, on a un sous-comité au conseil d'administration qui siège et on reçoit à peu près, je dirais, une centaine et plus de demandes par année et on répartit ce montant-là selon les demandes qu'on reçoit là, à chaque 4 mois, là, on s'assoit puis on distribue des montants. Des fois, c'est pas des gros montants, c'est des 500 $, des 1000 $, mais c'est le principe de la saucisse high grade. Hein. Puis, des fois, le 1000 $ peut faire une grosse différence ou peut aider à partir puis à ramasser plus. Puis aussi, pour des organismes ou des fondations, d'avoir un don de 1000 ou 2000 $, ben, c'est aussi, il n'y a pas d'indifférence, il n'y a pas d'ignorance, il y a quelque chose à la cause, donc qu'il y a des effets positifs. C'est agréable de participer à ça directement et indirectement. Là. Puis ça c'est le 16 janvier, donc la veille. Je ne ferai pas de shout-out pour vendre des billets parce que presque tout le temps, c'est sold out, tout se vend. On a même peur d'en manquer. Donc, les ventes vont toujours très bien pour ça. Les gens sont impliqués et on dit présent. Mais là, on a une autre nouveauté. Parce que là, on disait, soirée bénéfice, l'équipe est allée à Chicago, vous n'avez pas assez d'affaires à faire. Vous donnez du trouble de plus. On va partir une fondation, on va remettre de l'argent. C'est tout du travail dans l'ombre et du travail en coulisses supplémentaire aux personnes de l'équipe. Puis ça ne paraît pas. On ne le voit pas. Fait que, chapeau à tous ceux et celles qui rendent ça possible. Mais là, vous avez dit, hey, on n'en a pas assez. Hein? Pourquoi pas rajouter l'événement majeur, le plus gros événement? Il y a le premier sommet de la CCAM qui va avoir lieu le 15 janvier 2025 à l'Hôtel Intercontinental de Montréal. Ça va être le principal événement d'affaires de l'industrie automobile à Montréal. Commanditaire exclusif de Simtech Dealer Services. C'est quoi ça, Denis, le sommet? Pourquoi? Je vais peut-être commencer pourquoi le sommet? On a, en 2023, on a entamé une planification stratégique à la CCAM. Puis, le gros sujet, là, c'était de continuer à informer nos membres, mais c'était également de rassembler nos membres pour que la communauté, là, on se tienne, mais qu'on arrive avec l'information. On a notre volet formation, mais là, on voulait faire quelque chose de gros dans ce qu'on appelle, nous, la semaine de l'automobile. Parce que la semaine précédente, l'ouverture du salon, c'est sûr que notre campagne médiatique fait pour quelque chose, mais tout le monde en parle. On est partout, ça passe aux nouvelles, ça s'en vient. Puis, on a les présidents des manufacturiers qui débarquent le mardi ou le mercredi. Fait qu'on voulait là, profiter de cette effervescence-là pour créer un événement, mais qui allait, oui, être rassembleur, mais qui allait être informatif pour les membres. Puis, du concret, pas juste de la théorie ou de... Fait qu'on va, puis tu sais, on ne l'invente pas, je veux dire, la CADA fait un excellent sommet en février, juste avant le salon de l'auto à Toronto. Là, on voulait faire un volet, un sommet francophone, parce que on regarde la participation, puis on est en très bonne relation avec la CADA là-dessus. Là, on travaille conjointement. Mais il n'y a pas beaucoup de concessionnaires québécois qui participent au sommet à Toronto. Des fois, il y a la barrière de la langue. Mais là, regarde, on s'est dit, pourquoi on n'en ferait pas un à Montréal? Puis, on travaille avec les mêmes organisateurs qui font celui de Toronto, de la CADA, qui font celui dans l'Ouest, puis qui font celui à Halifax. Fait que là, je me trompais pas. Je me trompais pas là, en travaillant avec ce groupe-là. On est en train de monter ça. On a une belle brochette là, de gens qui sont déjà confirmés. Les sujets aussi. Alors, regarde, c'est... J'ai vu ça passer. Je vais en profiter parce que tu me lances la balle. J'aimerais ça faire un petit survol rapide parce que j'ai vu des personnes qui allaient être là, qui allaient être invitées. M. Yann Samyoshi,
président et PDG de la CCAQ. Je suis Ouais. content de retrouver Yann qui va être là. Il y a M. Thomas Chieux, qui est directeur associé en France de l'ICD. Quelqu'un de la France. Pourquoi, Denis? Quel est le sujet? Le sujet va être principalement pour nous faire part de l'évolution ou la transition des concessionnaires européens avec l'arrivée des véhicules électriques. On sait, un pays comme la Norvège, où ils sont à 80% du parc maintenant qui est électrique, mais ça a changé les activités des concessionnaires au niveau des opérations fixes. Donc, lui, il va arriver, il va venir nous expliquer comment ça s'est fait, comment ils ont changé. Fait que ça va être, c'est un petit peu, c'est le clou de notre journée, là. Tu commences avec lui, mais nous, on va finir avec lui durant la journée. À l'envers, hein, mais c'est parce que c'était le plus surprenant où, je veux dire, j'étais intrigué. Puis quand j'ai commencé à apprendre, c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui risque de nous arriver? On va avoir quelqu'un du plancher concret qui va dire, hey, voici ce qui est arrivé. C'est incroyable la valeur de cette information-là. Je comprends que c'est le clou de la journée. Écoute, ça va être vraiment intéressant. Puis, tu sais, c'est notre volet. On va parler du volet local, mais on voulait parler du volet mondial aussi, là. Ce qui se passe ailleurs, on veut voir comment ça va nous affecter. C'est tellement important. Puis, dans tout, tu sais, comme moi, tu le sais, la loi 25, protection des renseignements personnels qui vient de l'Europe, les RGPD, la plupart des lois ou des changements, que ce soit là avec l'électrification, on n'est pas les premiers. C'est arrivé ailleurs. Pourquoi on ne peut pas s'inspirer, apprendre, comprendre? Puis, je trouve que c'est le plus bel exercice parce que, pour moi, on est un village gaulois au Québec. On est particulier en Amérique du Nord. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se refermer sur nous-mêmes, puis il faut rester ouvert, puis continuer d'apprendre de l'extérieur, même si des fois, on le fait principalement au niveau du Canada, anglais, États-Unis, et ça nous parle peut-être pas toujours, pour différentes raisons. Et là, l'Europe, il y a certaines ressemblances, mais là, tout ce qui est l'électrification, peut-être aftermarket, le service, les pièces, je veux dire, là, tout va y passer. Ça, j'ai vraiment hâte d'assister, parce que j'ai déjà acheté mon billet, j'ai vraiment hâte d'assister à cette partie-là de la conférence. Il y a aussi justement des bons collaborateurs, comme tu le disais un peu plus tôt, de l'ACADA, qui vont être là. Il y a Bruce Rosen, qui est le directeur exécutif des relations industrielles, et Charles Bernard, qui est l'économiste principal. Ouais. Charles, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans un précédent podcast. Et Bruce, je sais que c'est la même chose. Des bons interlocuteurs, des personnes qui connaissent leur dossier, ils connaissent les informations, sont capables de bien les vulgariser, de transposer. Donc ça va être deux très beaux interlocuteurs qui vont avoir beaucoup d'informations, puis peut-être de mise à jour ou d'informations nouvelles, peut-être exclusives, je ne sais pas. Oui, peut-être. Mais tu sais, c'est comme tantôt, tu parlais de Yann. Yann va être là, il va être là justement pour faire une suite à la certification qui a été annoncée au sommet de Québec. Tu sais, après, on va être rendu à quoi? 4 mois après, voir où on est rendu. Fait qu'il va nous faire part de ça. Puis, on va aussi l'avoir comme modérateur sur un panel de discussion sur la loi 30. Tant qu'à avoir Yann, qui a un agenda aussi très chargé, on va l'exploiter au maximum. Exact. Mais excellent choix de l'avoir comme modérateur sur le panel. C'est sur la loi 30. Qui va être sur le panel pour la loi 30? On va avoir Derek Sloan, qui est le président de Simtech. On va avoir Sébastien Lajarin d'Industrielle Alliance. Et on va avoir John White de First Canadian qui vont être là pour en jaser avec Yann. Fait que ça, c'est vraiment, c'est vraiment une belle opportunité pour les concessionnaires d'entendre ce qui s'en vient, parce que c'est quelque chose qui va être implanté, là, si ma mémoire est bonne, c'est juin ou septembre 2026. C'est du concret qui va arriver rapidement. En effet. Ça va être dans 18 mois, mais il va y avoir des changements, parce que la loi est votée, là. Fait qu'on va voir là, comment les concessionnaires peuvent se préparer à ça. Tellement un dossier important, ça. Oui. Puis là, je constate, et moi, c'est la première fois, Denis. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est la première fois que je vois que je vais avoir, mettons, les 3 gros joueurs, je vais le dire comme ça, qui desservent avec ces services-là les concessionnaires. Les 3 ensemble sur un panneau. Oui. Ça, on est vraiment. Ça jamais, ça. Écoute, malgré que le sommet est commandité par Simtech, qui
Derek a l'esprit ouvert et a invité ses 2 compétiteurs à participer à ça. Puis chapeau, on est super contents. Puis juste mentionner, parce que tantôt tu en as parlé, mais pour le salon de l'auto, la portion salon de l'auto, notre commanditaire principal, c'est Industrielle Alliance. Assurance Générale, mais ça fait quand même partie du gros groupe qui comprend le service aux concessionnaires et ainsi de suite. Donc, on travaille, tu sais, mais la Corpo Québec, nous aussi, on travaille beaucoup avec les partenaires, puis on est vraiment content de cette synergie-là avec tout le monde. Puis je suis pas mal convaincu, sur mon intuition, c'est pas un fait, qu'au Québec, cette collaboration-là qu'on a, elle est encore là unique. De moi, ce que j'entends là, à travers le Canada ou les États ou même Europe, Australie, peu importe, c'est des compétiteurs. Puis bon, la collaboration ou comme là, de dire, regarde, moi, je suis commanditaire de celle-là, toi, celle-là. Même si je suis commanditaire, je t'invite. Parce que là, c'est pas l'affaire de commanditaire, c'est pas une affaire de marketing de PR. Là, il y a un intérêt réel à parler du sujet qui est la loi 30. Ouais. Il y a un intérêt réel à communiquer avec les concessionnaires. C'est tout à leur avantage parce que d'un point de vue concessionnaire, là, si j'ai les joueurs 1, 2, 3, je vais faire affaire avec un de ceux-là dans la vie. Ça, je peux que je fasse affaire 10 ans avec un, que je change. Je veux dire, c'est pas que je vais changer à chaque année. Fait qu'ils sont présents, ils sont là, ils entretiennent des relations avec leurs concessionnaires. Ça fait une saine compétition. Mais je pense que l'industrie et surtout le consommateur, au final, a tout à gagner de ces collaborations-là à un niveau que les gens ne voient pas. C'est en coulisses, c'est en arrière. Mais c'est extrêmement important parce que j'ose pas imaginer la quantité de changements que les concessionnaires vont devoir faire avec le département FNI là, au sens large. Ouais. Moi, j'ai commencé l'automobile en 99, je suis tombé FNI en 2001. On m'a dit que c'est le département le plus rentable au pied carré. C'était dans la culture. Il y a de quoi de particulier avec ce poste-là, ces rôles-là. Il va y avoir beaucoup de transformations, je pense, dans les prochaines années. Ouais. Ça aussi, c'est un panneau que j'ai très hâte d'écouter. Il y a aussi Mario Loubier du groupe Clarify qui va être là. Mon bon ami Mario, que j'adore et que j'aime d'amour. Un des premiers formateurs que j'ai eu le privilège de subir quand j'étais dans l'automobile. Mon concessionnaire l'avait engagé. Quelqu'un d'expérience qui connaît le marché, puis d'humain. Ça, c'est ce qui est bien de Mario. J'ai hâte de voir. Est-ce que le sujet qui va discuter est annoncé ou c'est une surprise? Ouais. Sinon, dans le fond, Mario va reprendre la présentation de M. Dunn qui avait présenté au sommet l'année dernière sa vision de l'arrivée des Chinois sur le marché. Excellent. Alors, quel sujet, en effet. Oui, c'est parce que l'Europe le vit présentement, puis c'est sûr qu'ils vont arriver un jour, malgré les tarifs que certaines personnes... Ouais, même si Trump y en rajoute, là, tu vas me dire, mais... ça va arriver un jour. Donc, Mario va nous faire une conférence là-dessus. Donc, ça aussi, ça va être super intéressant. Puis, il y a Morgane Turgeon, qui est la CMO de Weiss ou Weiss, je ne suis pas trop certain, je ne veux pas mal le prononcer, qui est une autre invitée aussi à cette magnifique journée-là. Oui, puis Morgane, elle, ce qu'elle va... le sujet sur lequel elle va traiter, c'est qu'elle va amener les concessionnaires à passer au travers tout ce qu'ils ont retrouvé suite à... Ils ont fait un livre blanc sur... Les différents changements là, dans une concession qui s'en viennent avec l'électrification et ainsi de suite. Fait que ça aussi, ça va être un sujet qui va être très pertinent puis qui va vraiment amener les concessionnaires à voir un petit peu là, qu'est-ce qui s'en vient puis comment je peux me préparer. Oui, du concret, ce que j'aime aussi de la plupart des sujets qui sont là, c'est, bon, oui, j'ai le réseautage, oui, je vais rencontrer les gens, puis il va y avoir du beau décideur là, mais des vrais sujets, du concret, du actionable, de retourner avec des devoirs même jusqu'à un certain point, parce que ce soit ce qui se passe en Europe, ce qui va se passer avec la loi 30, il y a plusieurs sujets qui vont affecter de grande façon nos industries qui sont les concessionnaires automobiles, camions lourds et autres. Oui. Je trouve que c'est... félicitations, je vais le dire comme ça, pour je vais dire votre ordre du jour, les sujets que vous avez amenés, parce que pour savoir comment c'est difficile d'organiser, puis de choisir, puis il y a tellement de choses qu'on voudrait jaser. Il y a du temps. Il
donner de la valeur aussi. Il y a des choses belles théoriques qui, des fois, ont peut-être moins de valeur. Donc, c'est du concret. Puis, je pense aussi, entre autres, on parle de concret, une conférence sur la cybersécurité, un petit invité surprise extrêmement reconnu. Donc, la cybersécurité, on le disait un petit peu d'entrée de jeu, est arrivé avec CDK ou LGM ou d'autres compagnies. Ça commence, les incidents de confidentialité, parce que la loi nous oblige à les déclarer, comme au Québec avec la loi 25, depuis septembre 2022. Quand il y a un incident de confidentialité avec des renseignements personnels sensibles, on est obligé de le déclarer. Fait que là, on commence à en entendre parler, mais c'est là depuis longtemps. Donc, heureusement, peut-être le fait qu'on commence à en parler, ça va sensibiliser des concessionnaires, les industries, à faire un travail minimum. Parce que la cybersécurité, la sécurité, je le vis, Denis, là, en visitant des concessionnaires avec mes partenaires technologiques pour les cartographies digitales, ce qu'on fait. Il y a énormément de concessionnaires qui ont un retard technologique immense en termes d'infrastructure ou de sécurité ou de cybersécurité ou d'accès. Et c'est compréhensible parce que je me rappelle dans les débuts 2000, à Cadenas, concessionnaire, on louait des souris, on louait des claviers, on louait des... Tout était imparti, tout était outsourcé. On ne s'est jamais responsabilisé puis impliqué. Puis là, au fil du temps, les concessionnaires ont eu un responsable TI, qui est des fois un beau-frère ou des fois une bonne compagnie. Puis le gars de TI qui lève la main depuis des années, qui dit « Hey, il faudrait faire telle affaire, il faudrait mettre à jour telle affaire, il faudrait faire le... » Il y a un paquet de drapeaux qui sont levés et la majorité des concessionnaires les ignorent. Ne prennent pas ça sérieusement. Tant qu'on n'a pas eu mal, on ne bouge pas. Mais c'est un autre sujet qui est extrêmement important d'être proactif et de commencer à se poser des questions. Ouais. Ça va être de plus en plus, là. Ouais. Denis, avant de quitter, parce que je sais que je dois te laisser, j'avais 2-3 petites questions parce que le côté personnel est toujours, moi, je trouve un peu intéressant. Puis là, on parle de marque depuis tantôt. Je voulais savoir, autre qu'automobile, toi, Denis, une marque qui, je vais dire, qui t'appelle, qui t'allume, qui fait que tu es engagé, que ce soit pour les valeurs, le produit ou peu importe. C'est quoi la marque qui t'interpelle le plus? Moi, tu sais, tout de go, là, comme ça a été Apple, avec toute sa gamme de produits qu'ils ont réussi à tout le temps garder le edge. Puis regarde, je me suis acheté un iPhone, mon premier iPhone en 2010, 2011, je pense, et je n'ai jamais arrêté. Je reste dans l'environnement avec l'iPad et ainsi de suite. Regarde, moi, pour moi, ça, c'est une entreprise modèle. L'écosystème qui est facilitateur, puis qui prend en charge, puis qui... Une belle expérience. Ouais. Ce qu'on voudrait dans notre industrie automobile, hein, comme consommateur, on fait affaire avec les concessionnaires ou les manufacturiers. On parle d'intégration, des fois, il y a les marques, les concessionnaires, mais je fais affaire avec Apple. Je m'envoie à Apple Store ou n'importe quoi, je fais affaire avec Apple. Même si c'est des concessionnaires. Fait que je pense qu'il y a ça dans la culture, dans la marque. Les produits, la technologie, c'est une autre chose, mais c'est vrai que mais tu as raison. L'approche, quand tu vas dans l'Apple Store, l'approche, c'est quoi tes besoins? C'est pas, gars, je vais te vendre ça. Oui, puis tu sais, les genius qui n'étaient pas en commission, des connaisseurs, puis c'était dans les débuts. Puis moi, j'ai vécu avec Toyota à l'époque, où est-ce qu'on n'était plus des vendeurs, on était des conseillers en produits, puis on ne vendait plus, on conseillait. Mais c'était un peu ça. Puis de toute façon, c'est ça la vente. C'est pas moi qui vends, c'est l'autre qui achète. Mais ils ont été souvent précurseurs dans bien des... j'avoue que moi aussi, je suis dans l'écosystème Apple, pour le meilleur et pour le pire. Mais plus pour le mieux. Au niveau des business, l'équipe et tout ça que tu as, c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour toi au niveau de business puis avec l'équipe ou avec les relations d'affaires, les partenaires, les concessionnaires? C'est quoi les valeurs qui sont essentielles? Moi, c'est le respect. C'est le respect, c'est autant, j'ai tout le temps été comme ça, autant un fournisseur qu'un client, que mes employés, que mes patrons, c'est le respect. Quand tu as du respect, tu reçois du respect, puis regarde. Je suis bien d'accord avec les relations vont tellement bien avec ça, après ça. Ça met la table pour le reste. Que ce soit la transparence, l'authenticité, il y a le respect. Je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Et malheureusement, ça se perd un petit peu au fil du temps, des fois, dans certaines organisations ou générations. Vivement le retour du respect. J'ai une petite note en terminant, mais ça m'a impressionné. On jasait, puis personne que tu admires, on jasait de ça, puis
ta fille. Une des personnes que tu admires le plus, ta fille. Puis là, je ne veux pas dévoiler pourquoi, mais je veux que tu m'expliques en quoi, parce que moi aussi, hein, mes enfants, ils m'inspirent. Mais là, toi, il y a des raisons. J'ai été un petit peu impressionné. Ta fille, elle ne fait pas grand-chose de ce temps-là. C'est ça que tu comprends, hein? Ma fille a fait son premier bac en nursing parce qu'elle n'avait pas réussi à rentrer en médecine. Elle a fini son bac en nursing avec brio à 100%. Elle a été recommandée par les professeurs. Elle a été acceptée en médecine. Fait que là, elle m'en vient émotif. Ah, c'est correct, ça. C'est correct, ça. La fierté, il y a de quoi d'être fier là. Là. Wow. Fait que là, elle est à sa première année de résidence. Mais en plus, elle fait des ultramarathons. Elle s'entraîne. Elle fait de levée de poids. Écoute, je sais pas. Ultramarathon, là, pour les néophytes comme moi, parce qu'il y a un marathon qui est, je pense, 42 km, c'est ça, si je ne me trompe pas. Là, un ultramarathon, c'est quoi dans son cas? Dans son cas, moi, à un moment donné, un dimanche après-midi, elle m'appelle, je dis « Ah, t'es en voiture? » Elle dit « Oui, je reviens. » Elle dit « On avait un ultramarathon. » Je dis « Ah, qu'est-ce que tu as fait? » Elle dit « J'ai couru 50 km en montagne après-midi. » Je dis « Pardon? » OK. Fait que, tu sais, 5 heures, 4h30, 5 heures en montagne à courir. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'elle a fait. Fait que je peux te dire. Je voulais juste entendre les stats, je peux te le dire. Fait que, mais regarde, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'elle a toute mon admiration. Puis elle a passé à travers ses études. Mais ça, j'allais dire, la résilience, je veux dire, être déterminée. Tu te fais refuser. Ouais. Pas aller en infirmière, puis ça va être correct. Non. Je vais vous. Ça a été, ben, tu sais, dans le fond, c'était son échappatoire d'aller au niveau du bac en nursing parce qu'elle visait après ça faire une maîtrise pour devenir super infirmière. Donc, il la ramenait au niveau du médical. Mais là, avec la façon que. Puis écoute, elle en mange encore. Elle me raconte c'est ça. Puis là, en résidence, elle voit tous les. On veut-tu de la relève comme ça? On n'en a pas de trop, là. Des engagés qui veulent et qui aient comme. Wow. Ouais. Chapeau à elle. Et chapeau à toi, parce que là, tu parlais d'émotions, tout ça. C'est important. Moi, ça va m'en faire avec mes enfants. La fierté qu'on a. Belle génération. Souvent, c'est décrié de façon très négative dans les médias, mais la beauté humaine, puis le côté humain, un peu plus le retour à la base de cette génération-là. Là. Ultramarathon. Bon. Ouais. Pour moi. Puis moi, Dominique, moi, je vais te faire un petit spécial que toi, tu ne le savais pas. Je t'en ai pas parlé. Non, en effet. Dans notre sommet CCAM, il va y avoir un panel aussi qu'on veut faire avec des deuxième et troisième générations de concessionnaires. OK, ouais. Je pense ceux qui prennent la relève. Ceux qui prennent la relève, c'est quoi leur vision et tout ça. Puis on va avoir un modérateur qui s'appelle Dominique Sigouin. Ah! OK, j'accepte. Écoute, blague à part, c'est pas arrangé avec le gars des podcasts ou des vues, mais présent. De toute façon, j'étais là, mais présent, puis ça va me faire un immense plaisir de collaborer. C'est un sujet-là aussi qui est passionnant parce que j'en côtoie beaucoup à travers la clientèle des deuxième, des troisième générations. Et je dois dire que c'est ça qui m'inspire, peut-être, le plus, qui me carbure à continuer à s'investir. On est dévoué, on donne, on ne compte pas. Il y a une belle relève. Il y a vraiment une belle relève. Il y a eu des beaux processus. Tu sais, la consolidation aussi qui fait en sorte les groupes, tout ça. Mais les nouvelles générations amènent ce qui est nécessaire à la table. Et ça ne sera pas un conflit de génération mais ça va être des beaux échanges parce que là, les perceptions qui sont différentes, les réalités, et ce qui va se passer avec les manufacturiers et tout le reste, ben, Colin, ça va être le panel le plus dans ce forêt. Mais, belle surprise, privilégiée. J'ai vraiment hâte de participer à cette journée-là, puis même si je n'avais pas été sur un panel.
c'est tellement génial que vous organisiez ça. Puis là, tu le disais, il va y avoir un suivi aussi avec Yann du sommet de la CCAQ. Donc, c'est beau ce qui se passe dans notre industrie dans les dernières années. Là. La COVID a eu des effets négatifs, mais a eu beaucoup d'effets positifs, je pense. Et l'engagement, parce que tu le disais un petit peu d'entrée aussi, Denis, que dans votre plan de refaire un peu le tour des dealers, puis de reprendre le contact, de rassembler, mais je le sens, ça, de la part des concessionnaires dans les relations qu'ils ont avec les corporations. Parce que sur le plancher, tu recules d'une couple d'années, quand tu disais une corpo, c'était quoi? Bon, c'était telle affaire, un formulaire, un compte. C'était comme. Puis que ce soit CCAQ, CCAM ou les autres, les régionales, mais là, il y a principalement vous et d'autres. Que ce soit les formations les électriques, les acquisitions, c'est dynamique. Puis les gens qui sont dévoués pour l'industrie, ils ont le flambeau allumé, puis ils sont dynamiques, puis ils veulent. Ben, ça fait que les concessionnaires, ils n'ont quasiment pas le choix de suivre. Il y a un mouvement d'entraînement qui se fait, il y a un changement, un repositionnement, que ce soit justement aussi avec la certification, mais il y a un travail qui était nécessaire. Puis le Salon de l'Auto, puis tous les autres événements aussi que vous tenez, ils servent à ça, la relation des consommateurs avec notre industrie. Ça fait partie prenante de ça. Fait que, merci pour la belle surprise. Et ça en est une. Je veux rapper ça, mais avant de rapper ça, je veux faire un petit survol des dates. Rappeler, premièrement, ceux et celles qui vont vouloir communiquer peuvent le faire sur le site web ou à communication@ccam.qc.ca. Et si je ne m'abuse, 514-331-6571, c'est le numéro direct. Fait que vous êtes concernés, vous avez des questions, voulez-vous partir à une académie de formation, vous appelez ou communiquez. Ou directement, Denis. Denis, il va vous répondre. Je te mets ça dans les dents, mais je ne donnerai pas ton courriel dans le bas, inquiète-toi pas. Le 15 janvier, on commence ça le 15 janvier 2025, Hôtel Intercontinental de Montréal, le premier sommet de la CCAM. Est-ce qu'on va être fièrement présent? Ensuite, je dors à cet hôtel-là 3 jours parce que je reste pour le lendemain, le 16 janvier, au Palais des Congrès. On a la 21e édition, la soirée avant-première bénéfice du Salon de l'Auto de Montréal. Ensuite, démarre le Salon de l'Auto du 17 au 26 janvier au Palais des Congrès, 80e édition. Et du 2 au 4 mai 2025, bien hâte d'aller voir les courts intérieurs au stade IGA du Parc Jarry pour la 8e édition du Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable. Après ça, Denis, est-ce que vous dormez 6 mois pour le reste de l'année? Non. Comme je m'amuse à dire, on fait la vaisselle après le party, puis on recommence à préparer le suivant. C'est incroyable. Ouais. C'est chapeau à toute l'équipe, puis je prends 2 secondes pour le dire parce qu'ils sont toujours dans l'ombre. J'ai la meilleure équipe. Je les salue. J'ai la meilleure équipe. Bon. Ils me disent tout ça, là, puis là, je pourrais vous mettre en compétition, là, mais je ne ferai pas des blagues. L'équipe est extraordinaire, puis moi, je la vois, j'apprends à les connaître de plus en plus. Je vois le travail qu'ils font, comment ils sont dévoués, des fois des réponses les soirs, les fins de semaine. Tu sais, comme ils sont là pour vos membres. Avec cette belle dynamique-là, je pense que c'est juste un gros plus pour l'industrie. Fait que je tiens à te remercier, Denis, personnellement, de ta présence, de ton temps, merci de l'invitation. des informations, des apprentissages aussi, des belles connaissances. Et le petit point, là, sommet, 15 janvier, il reste des billets, il y a des places limitées. Les ventes sont très bien parties. Moi, j'en parle beaucoup, ça se parle beaucoup sur le plancher, donc dépêchez-vous. Je vais dire membres de l'industrie, pas juste concessionnaires, mais gens de l'industrie. Allez vous procurer les billets. Sur le site de la CCAM, on va pouvoir trouver les liens pour aller réserver le 15 janvier, le premier sommet de la CCAM. Denis, je te remercie infiniment. C'est toujours un plaisir. Peut-être un petit mot de la fin ou quoi que ce soit avant de quitter. Tu voulais nous laisser. Écoute, moi, je veux voir des concessionnaires, je veux voir des partenaires dans nos activités. Fait que vous êtes, tout le monde, vous êtes les bienvenus. Puis, ce que vous faites, ce que vous dépensez chez nous, faites-vous-en pas, c'est pour une bonne cause. C'est soit pour la fondation, c'est soit pour les concessionnaires en service ou formation. Donc, on est là juste pour vous aider. Un beau win-win, une belle collaboration. Denis, encore une fois, merci infiniment.
à vous tous et toutes qui étaient présentes pour cette magnifique édition du podcast Entre deux fins de mois. Je vous dis merci d'avoir été présents. Continuez de nous suivre sur à peu près toutes les plateformes, celles qui ne seront pas bannies d'ici là. Et je vous souhaite une très belle fin de mois et à la prochaine. Faut savoir agir entre deux fins de mois.